L'objectif de la conférence est clairement tourné autour des services de détection, donc autour du SOC, mais on ne va pas parler que du SOC. On va évidemment parler d'autres équipes, notamment le CERT, mais on va voir pas que le CERT non plus. Et il va être tourné autour de la mesure de l'efficacité. Et la particularité de cette conférence, c'est... Bon, du coup, je rentrais direct dans le vif, mais je vais me présenter. Donc, je m'appelle Modine Abache. Enchanté, hein, évidemment. Je suis practice leader dans le groupe Neosoft et j'ai une spécialisation sur la partie cyberdéfense. C'était le petit préambule pour savoir qui parlait. En 2015, en fait, la particularité de cette conférence, c'est qu'on l'a déjà faite en partie en 2015. Aux assises, donc pas au FIC pour le coup. Et l'objectif, c'était de démontrer les facteurs de réussite ou d'échec d'ailleurs dans la mesure de l'efficacité d'un service de détection. Et on a présenté ça en 3 étapes. La première, c'est qu'on a fait des constats, et un constat clair à l'époque, hein, donc en 2015, il y a quelques années maintenant, la plupart des services de détection sont inefficaces. Et on n'était pas les seuls à le dire, évidemment, on s'est basé sur des travaux de recherche qu'on a démontrés en séance. Et du coup, ça va nous servir de base pour évaluer maintenant l'état des services de détection et surtout comment les mesurer. C'est une des parties importantes de la présentation. Une fois qu'on a fait des constats, on a essayé de définir qu'est-ce qu'était l'efficacité d'un service de détection. Et clairement, on pourrait poser la question, on est une centaine dans la salle, un peu moins peut-être. Je pense que si on pose la question à chacun d'entre vous sur qu'est-ce qui définirait l'efficacité d'un service de détection, on aurait sûrement beaucoup de définitions différentes. Du coup, on va revenir dessus aujourd'hui aussi sur la mesure de l'efficacité d'un service de détection. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on va le mesurer? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et on a évoqué des idées. Des idées sur le fait que un SOC, c'est efficace que si le client est efficace aussi, que le SOC est efficace que s'il prenait ses responsabilités autour de son utilité, la détection. Bon, c'était une conférence de recherche, et là l'objectif c'est d'appuyer sur cette conférence, de s'appuyer sur cette conférence de recherche pour aller un peu plus loin dans notre réflexion. Petite introduction sur les indicateurs. Les indicateurs, vous en avez tous vu si vous avez déjà eu des comités de pilotage, que ce soit SOC ou pas. Et des indicateurs, on en a beaucoup dans le domaine de la détection. Vous avez des indicateurs opérationnels. On va pas tous les citer, hein, ce n'est pas l'objectif. Mais entre le temps de détection, le temps de réponse, le temps de réaction, des indicateurs standards. Vous avez des indicateurs stratégiques. Comment mon évolution se fait sur le SOC? Est-ce que je réponds aux enjeux stratégiques de la structure? Vous avez des indicateurs de performance, évidemment. Et vous avez des indicateurs de qualité. Et ces indicateurs, aujourd'hui, permettent, c'est affirmatif, hein, tous de mesurer l'efficacité d'un service de détection. On prend un exemple qui est simple. Un indicateur qu'on a tous en tête sur un service de détection, le taux de faux positif. Le taux de faux positif, c'est un indicateur intéressant. Ça mesure le nombre d'alertes, si on parle d'un taux, hein, ou le taux d'alerte qui est finalement pas une alerte. Bon, du coup, à partir de quel moment on juge que cet indicateur est utile et fiable? À quel moment on définit que cet indicateur, il faut y remédier? Et c'est des questions sur lesquelles on doit se poser la question. Enfin, c'est des sujets autour desquels on doit se poser la question. Est-ce que je suis en phase nominale? C'est-à-dire qu'est-ce que je suis en phase de build? Est-ce que je suis en phase de run? Est-ce que c'est normal que j'ai un taux de faux positif important parce que j'ai implémenté que des règles par défaut sur mon SIEM? Ou est-ce que j'ai fait que de la customisation et du coup, bah, c'est pas normal d'avoir autant de faux positifs? Et en fait, on se pose beaucoup de questions autour des indicateurs. En fait, quelle est l'utilité de l'indicateur montré comme il est? Et du coup, en copile, retour d'expérience, pour le coup, l'objectif c'est aussi de vous donner ce retour d'expérience-là. Quand nous, on pilote des prestations de détection, on nous montre des indicateurs, et en fait, très peu de seuils sont définis. C'est à partir de quand je mène une action par rapport à l'indicateur qu'on me montre. Est-ce que si mon temps de détection par rapport à l'attaque avérée est trop grand, est-ce que je dois prendre une action mesurée, pas mesurée, etc. Et à partir de quoi? Quel outil, quel objet? Et du coup, ça nous amène au deuxième volet. Pour mesurer un service de détection, il faut des indicateurs. Et ces indicateurs, il faut aussi les lier à l'écosystème. L'écosystème, vous le connaissez tous.
Un SOC efficace, c'est un SOC qui travaille avec des processus. C'est normal, hein, c'est standard. Un processus est une condition sine qua non à l'efficacité d'un service de détection. C'est évident. D'ailleurs, c'est la définition d'un processus, hein. Un processus sert à l'efficacité d'un service ou d'une production. La data, bon, c'est le cœur de métier du service de détection. Sans données, on ne détecte pas. Donc ça, il y a la vision de la donnée qu'on collecte et qu'on digère pour en créer des alertes. Et il y a la donnée qu'on l'on produit en tant qu'indicateur. Donc du coup, sans cette donnée, on ne peut pas mesurer l'efficacité d'un service de détection. L'humain, hyper important. Et d'ailleurs, c'était un des sujets de la conférence de 2015, c'était remettre l'humain au cœur du sujet, parce que souvent, très souvent, le pilote de l'amélioration continue ou de l'efficacité passe par l'humain. Et on va le remarquer notamment sur des méthodologies ou sur le cycle de vie d'un service de détection, où l'humain joue un rôle essentiel. Les outils, pour finir, c'est assez classique. C'est assez classique, mais en même temps, ça a une importance dans la mesure de l'efficacité d'un service de détection. Le fichier Excel, c'est bien, c'est puissant, on va pas revenir dessus beaucoup trop de fois, mais ça atteint vite ses limites, notamment en termes de dynamique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de services qui utilisent des fichiers Excel pour démontrer des indicateurs, qui sont peut-être issus d'extracts en CSV de leur SIEM ou de leurs outils ou de dashboard, mais en fait c'est très peu efficace dans la démonstration. Parce que du coup, encore une fois, on n'a pas de seuil, pas d'indicateur, et du coup, ce seuil d'indicateur, il est important pour qu'on prenne des mesures. Et ce qu'on se dit ici, hein, globalement, c'est que l'écosystème du SOC est aussi important que ces indicateurs parce qu'il permet de les produire. Et c'est important pour la conclusion de la conférence, puisqu'on va proposer justement une mesure d'efficacité. Évidemment, l'écosystème, il est garant de l'efficacité du SOC. C'est même un standard, hein. Finalement, l'humain est garant, le process est garant, la donnée est garante. Et les outils, évidemment, si vous mettez un service de détection qui n'est pas outillé, bon, bah, du coup, c'est très peu probable que ça fonctionne. Et encore une fois, pour l'instant, j'ai dit que des évidences. À une chose près, la donnée, on peut se poser la question sur la méthode de collecte de la donnée. Et bon, l'objectif, c'est pas d'avoir un débat en séance, mais vous allez avoir deux grandes méthodes. Est-ce qu'on va faire de la collecte de masse? Et du coup, je vais collecter toutes les données de mon périmètre sans faire de tri, sans rien. Bon, c'est pas très RSE, c'est pas très green, ça c'est sûr. Mais du coup, on passe à côté de rien en termes de données, pas en termes d'alerte, parce que ça n'a rien à voir. Ou est-ce que je trie et je prends que la donnée qui va me permettre de détecter un incident redouté, notamment via ma stratégie d'analyse. C'est la seule notion qui est variable dans cette partie-là de la présentation. Et j'ai des clés de lecture là-dessus. On échangera après avec plaisir si vous voulez, mais là pour le coup, ce n'est pas l'objet. Mais ça sera avec grand plaisir. Du coup, juste avant, pour revenir sur cette partie-là, je vous parlais de l'outil. Et en fait, c'est une particularité, c'est que dans les services de détection, dans sûrement vos équipes, vous avez dû remarquer qu'en 5 ans, les outils ont beaucoup évolué. On a des nouveaux outils qui se rajoutent, on en a qui disparaissent, et on a des outils qui évoluent avec des méthodes qui évoluent au fur et à mesure du temps. Et c'est une des difficultés pour avoir un SOC efficace, ou un service de détection efficace. La maîtrise d'un service de détection ou de son efficacité, elle va passer, et ça c'est nos résultats hein, de recherche, par deux axes principaux. Vous allez avoir la maturité technologique, et c'est important. Aujourd'hui, il y a des technologies qui sont pas assez matures pour être efficaces. Mais encore une fois, il n'y a pas de reproche là-dedans, hein, mais tout évolue, et du coup ça va trop vite en ce moment, et du coup on impose à cette maturité technologique une maîtrise opérationnelle. Et on le voit sur les décennies passées, quand vous avez des outils qui sont plutôt bien implémentés, avec le temps, on a une évolution de l'outillage et une évolution des compétences pour aller vers cet outil. Et la différence avec ces dernières décennies, c'est qu'on a beaucoup plus d'outils qui arrivent, qui sont liés à des systèmes complexes. Je vous donne un exemple.
euh, l'orchestration qu'on a ici, hein, qui, contrairement à l'automatisation qui est tâche unique, l'orchestration qui est une tâche multiple, multitask, hein, est dangereuse dans le cas où on ne maîtrise pas l'objet technologique sur lequel on est. On a tous entendu parler des SOIR. C'est très bien d'avoir un orchestrateur sur son système. Par contre, ça pourrait, au conditionnel, avoir des effets néfastes quand on ne le maîtrise pas, notamment d'actions concrètes sur le système. Nous, on a déjà eu, par retour d'expérience, des prospects ou des clients qui nous ont appelés parce qu'ils ne maîtrisaient pas une action du SOIR qui a eu lieu sur leur prod, et parfois qui peut être irréversible. Et en fait, on se rend compte très vite que n'achetez pas des outils, entre guillemets, pour acheter des outils, mais il faut maîtriser les outils pour les implémenter sur la production. Et c'est assez primordial. En plus de ça, on y rajoute l'adéquation humaine. C'est que l'analyste, il doit vivre l'analyse SOC. C'est un métier qui peut être vite rébarbatif, qui peut être vite ennuyeux si on fait que du N1. On en parlait tout à l'heure avec nos confrères. Et du coup, à chaque fois qu'on va ajouter un outil, il faut que les compétences de nos analystes ou nos admins, hein, parce qu'on a les deux équipes sur un service de détection, soient en cohérence avec l'outil, ce que fait l'outil, comment on l'utilise, il faut former. Et surtout, rappelez-vous qu'en introduction, j'ai dit que le SOC, c'était beaucoup de processus pour maintenir son efficacité. Ça veut dire aussi qu'il faut absolument réorganiser son service à chaque fois qu'on modifie un outil ou qu'on restructure l'organisation de l'outillage. Pourquoi? Pour aligner les process qui vont avec. Sinon, on se retrouve avec des process qui ne sont pas alignés aux outils et du coup, qui rendent notre équipe inefficace. C'était une introduction sur le sujet. Et évidemment, bon, j'ai mis le machine learning à la fin. Pas maîtrisé. Et aujourd'hui, on se rend compte que bon, l'intelligence artificielle, ou pour pas parler d'intelligence artificielle, de machine learning, c'est un sujet qui est trop peu maîtrisé aujourd'hui sur la réalité du terrain. On est sur un objet marketing, j'espère qu'il sera dans les prochaines années à maturité technologique et à maturité opérationnelle dans nos équipes. Mais la réalité du terrain, c'est que tout évolue. Bon, du coup, il va falloir du temps aussi à cette nouvelle méthode de détection de se mettre en place et surtout de la confronter à la réalité du terrain. Une fois qu'on a dit tout ça, quel est l'objectif? Comment assurer une détection fiable et exhaustive avec un service de détection? À quoi sert mon service et quels indicateurs on va mettre en place pour les atteindre? Et c'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'il y a une définition possible exacte d'un service, de l'utilité d'un service de détection ou de l'efficacité d'un service de détection? Bon, c'est un peu philosophique, je vous l'accorde. Et du coup, je vous en propose une. L'indicateur ultime. Je pense qu'il existe. Je dis bien je pense, qu'il existe, c'est issu de nos travaux de recherche, et je pense qu'il peut être débattu, évidemment. La capacité à détecter avec exactitude les attaques en cours, ça devrait servir à ça, un service de détection, principalement. Il y a plein d'utilités à un service de détection. À faire de la conformité, il y a certains organismes et organisations qui mettent en place un service de détection pour répondre à une conformité réglementaire, de direction, etc. Bon, autant vous dire que c'est pas l'objectif principal. Je pense qu'on est tous d'accord, ou pas une bonne raison, exactement. Il y a d'autres structures qui mettent en place des services de détection pour vérifier, et ça on l'a vu plusieurs fois, la conformité de la partie technique à la PSSI. Ma PSSI dit je dois mettre en place que des flux chiffrés entre mes applications de niveau 3. Bah, du coup, on va vérifier avec un service de détection, des sondes, un SIEM, hein, est-ce que mes services sont bien chiffrés sur mes passerelles de niveau 3. Bon, pourquoi pas. Mais du coup, on en arrive quand même toujours autour de la détection. Et je pense que l'idée principale d'un service de détection, ou son indicateur, c'est est-ce que je détecte bien exactement les attaques en cours. Mais du coup, vous pouvez me rétorquer quelque chose d'assez simple. Comment je suis sûr de voir les bonnes choses? Et du coup, je partage avec vous une petite citation, peut-être que certains l'ont déjà vu, l'ont déjà entendu, de Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire à la défense des États-Unis en 2002,
si je ne me trompe pas, et un journaliste en séance lui a posé la question sur l'épreuve d'une hypothétique destruction de l'armée américaine d'armes nucléaires sur le territoire iranien. Et Donald Rumsfeld a rétorqué ce que vous voyez. Je trouve toujours intéressant les rapports qui concluent quelque chose, que quelque chose n'est pas arrivé, parce que comme chacun sait, il y a le connu, c'est-à-dire les choses que nous savons. Il y a l'inconnu connu, c'est-à-dire les choses que nous ne savons pas, que nous ne savons pas. Il y a les choses connues inconnues. Enfin, il y a l'inconnu inconnu, pardon, je m'y perds presque. Les choses que nous savons pas, que nous savons pas. Mhm. Et du coup, on pourrait transposer ça au SOC. Comment savoir si je détecte bien ce que je détecte pas? Vrai sujet. Du coup, on va essayer de proposer quand même des notions. Alors, surtout la dernière proposition. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un film qui est intéressant sur le principe du connu, inconnu, connu. Je vous laisserai le voir, vous allez voir, c'est assez intéressant. Bon, Neosoft, depuis 2006, a un service de détection qui est insourcé et outsourcé. Du coup, vous imaginez bien que ce sujet-là est au cœur de notre propre débat. Aussi bien quand on pilote les services de détection de nos partenaires que quand on met en place nos propres services de détection en service managé. Et du coup, depuis 2006, on traite le sujet en fond, notamment avec un de mes confrères. On élève le débat. Et ça, il n'y a pas que nous qui le faisons, évidemment. On a tous élevé le débat autour de la mesure de l'efficacité d'un service de détection, aller plus loin dans nos réflexions, et nos confrères, notamment de l'ANSSI, nous aident beaucoup là-dessus avec les publications qui ont été faites, et on avance dans le bon sens. On dispose de bases solides. C'est vrai qu'en 2006, quand nous on a commencé nos services de détection, on était sur des services plutôt tournés autour de collecte de masse. On s'est amélioré là-dessus. On améliore nos méthodes de détection. On met en place des règles par rapport à des périmètres, ce qui est assez classique, plutôt que faire que des règles standards, ce qui n'était pas le cas à une époque. Et du coup, on va un peu plus loin, notamment sur l'amélioration ou l'enrichissement de la détection, notamment avec nos équipes du CERT. Par contre, il y a encore un sujet qui reste pas clair sur l'efficacité d'un service de détection. Aujourd'hui, on publie très peu, voire pas du tout, de pratiques efficaces, prouvées, sur la mesure de la détection d'un service de détection, d'un service de cybersurveillance. Je donne un exemple. Dans le référentiel P10 de l'ANSSI, on donne des indicateurs à fournir. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, il faudrait cet indicateur-là, cet indicateur-là, cet indicateur. Ce qui est très bien, hein, là-dessus, c'est déjà une bonne base de travail, c'est ce que je dis, on commence à avoir des bases solides. Mais par contre, après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les traite? Est-ce qu'il y a des méthodes de mesure, mathématiques, algorithmiques, qui nous permettent, ou analytiques, même si on veut aller plus loin, qui nous permettent de savoir si un service de détection est efficace ou pas? Et du coup, on va essayer d'y répondre. Et en fait, je vous propose 3 propositions sur l'amélioration de l'efficacité d'un service de détection et sa mesure. C'est parti. En 2015, on avait plein de notions qu'on a sorties en séance, vous les voyez toutes s'afficher, et aujourd'hui, elles sont toutes vraies. Je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle, qui ont déjà travaillé sur un service de détection, se retrouvent dans au moins une de ces citations-là. Et du coup, pourquoi je vous montre ces citations-là? C'est parce qu'on va en avoir besoin, on va se baser dessus pour la suite de la conférence. On a émis des idées, tout à l'heure j'en parlais, un service de détection n'est efficace que son client l'est. Et là, quand je parle client, je ne parle pas que de MSSP, hein, je parle bien même dans un service de détection d'une banque. Hein, ces clients, c'est les services sur lesquels on va travailler pour détecter les périmètres, sur lesquels on va travailler pour détecter des incidents. Et le SOC doit prendre ses responsabilités, c'est évident, encore une fois, et ne doit pas juste être un service qui regarde ce qui se passe sur un système d'information, mais doit avoir de l'activité. Et dans ces axes d'amélioration, on va en développer certaines qui sont issues de nos recherches, c'est ces fameuses 3 propositions. La première proposition, c'est déjà, alors je parle de cycle de vie d'un SOC et son amélioration continue, mais il faudrait déjà définir qu'est-ce que le cycle de vie d'un service de détection. Et en fait, on a essayé de le faire. Le cycle de vie d'un service de détection, on l'a défini comme ceci.
Bon, effectivement, hein, c'est challengeable, mais c'est, je pense, pas loin de la réalité du terrain, en tout cas celle que nous, on vit tous les jours, les opérationnels chez Neosoft. Euh, on commence par mettre en place un service de détection avec une phase d'apprentissage. Cette phase d'apprentissage, c'est une phase de connaissance. On va essayer de comprendre l'architecture du système d'information, comprendre qu'est-ce qu'on doit détecter, pourquoi, c'est quoi la menace, comment on évalue le risque sur ce système-là pour mettre les bons outils en face et pouvoir répondre. Classique. On passe à une phase d'intégration qui est une phase de développement d'outils et d'intégration d'outils, donc de développement de parseurs, de règles de détection, etc. Et l'intégration des outils SIEM, SOAR, etc. On a tout de suite après une phase d'amélioration. Et en fait, on constate tout le temps cette phase d'amélioration. Et en fait, on a essayé de réfléchir à pourquoi on avait tout de suite une différence d'indicateur entre la phase d'intégration et la phase d'amélioration. Et on est venu à une conclusion. Dans tous nos services, on a des phases de VSR et de VABF. Donc vérification au bon fonctionnement, est-ce que ça fonctionne? VSR, est-ce que le service est régulier et efficace? D'ailleurs, on pourrait rajouter ça à chaque fois dans nos phases de VSR. Et en fait, on se rend compte que lors de ces phases-là, réévalue ce qu'on avait fait dans les phases d'intégration et on corrigeait à chaque fois les tirs par rapport à ce qui n'a pas été fait ou pas fait correctement pour détecter des menaces qui sont avérées, notamment avec des équipes de Purple Team, où on a des attaquants qui vont essayer de jouer les règles ou les scénarios de menaces qu'on avait identifiés dans la phase de risque. Et du coup, on a tout de suite après cette VABF et VSR, une phase d'amélioration continue. On rentre dans un cycle de run, et tout de suite, quand on rentre dans le cycle de run, on voit qu'il y a beaucoup moins d'amélioration continue. Attention, hein, le cycle hein, que vous avez ici, sur les abscisses, vous avez l'espace-temps, et sur les ordonnées, vous avez le taux d'amélioration continue, ce qui est une notion importante que je ne présente pas ici. Et on rentre dans une phase de run, et une fois qu'on est dans une phase de run, le service tourne, et finalement, nos analystes font le job, et on se repose sur ce qui a été produit par le passé. Et en fait, il y a un vrai warning. Et le warning, il apparaît au début de cette phase d'amélioration. En fait, on représente sur ce warning le moment où les efforts sont réellement faits pour améliorer la détection et donc l'efficacité d'un service de détection et répondre à nos objectifs qu'on aura définis précédemment dans nos phases de connaissance. Et on rentre dans un cycle qui n'est pas opérationnellement efficace. Du coup, on a proposé de changer ce cycle vers un cycle un peu différent. Et du coup, voici ce qu'on propose. On va revoir notre cycle pour définir, avec une meilleure méthode, l'amélioration continue. Et on part du principe que les équipes SOC sont garantes de cette détection, au même titre que les équipes du CERT. Et c'est là où le sujet va un peu être nuancé. L'amélioration continue du SOC, hein, on améliore la collecte. On en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on fait de la masse ou on fait du spécifique. On améliore les règles de détection par rapport à notre menace. On révise les process et on fait la MCO et la MCS. Et on l'oublie souvent. Hein. Nos outils ne se maintiennent pas automatiquement, pas tous, très peu. Et du coup, il y a quand même un sujet autour du maintien des outils, aussi bien en termes opérationnels qu'en termes de sécurité, pour un outil de cybersurveillance. Rappelez-vous que si votre SOC ne voit rien, bah, du coup, parce qu'un attaquant veut que vous ne voyez rien, bah, du coup, vous ne verrez rien. Donald Rumsfeld, j'en reviendrai souvent. Et ça, c'est une notion importante, la MCO et la MCS, parce que souvent, très souvent, c'est quelque chose qui est invisible aux yeux du client du SOC. C'est-à-dire que vous avez votre efficacité en termes de détection, mais vous savez jamais, très rarement, si les outils qui sont utilisés, soit votre prestataire, soit par votre service central, dans une structure, hein, on n'est pas obligé de passer par un prestataire évidemment, est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'on est sûr finalement de l'outil qui permet de faire la détection? Il y a un vrai sujet quand même là-dessus. Et en fait, on en arrive à changer le warning. Vous voyez, il s'est déplacé, il est passé entre run et amélioration n'est pas devenue phase de tranquillité ou de run régulier. On est revenu sur une échelle d'amélioration continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, on a décidé, nous, de remettre en place une analyse de la menace via nos équipes CERT. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la prise de connaissance, qu'on a intégré le système, notre système de détection, qu'on a mis les règles, qu'on a fait l'amélioration continue avec notre VABF et notre VSR, on rentre dans une nouvelle phase projet. Et cette nouvelle phase projet, c'est
faire une analyse de la menace. Globalement, une analyse de la menace, hein, c'est faire de la veille autour des botnets, de ma menace à moi, structure de qu'est-ce que je crains, mes incidents redoutés, les fameux, et des indicateurs de compromission. Quel indicateur de compromission je dois qualifier pour un service comme le mien. Et évidemment, il faut faire attention à la qualité de cette veille. Parce que sinon, si la veille ne sert pas à redévelopper mon service, bah effectivement, bon, bah, du coup, je repars dans un cycle d'amélioration continue basique. Et en fait, on se rend compte que quand on met en place cette notion importante d'analyse de la menace au bon moment, ça change l'efficacité d'un service de détection. On arrive à le maintenir plus longtemps et on le fait évoluer plus vite. Ça ne veut pas dire, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire une analyse de la menace avant la mise en place du service de détection. Mais ça veut dire qu'on doit en refaire une quand on rentre dans une phase de VSR afin de déterminer si on est toujours, enfin si on répond à la menace qui a été détectée précédemment. Exactement, c'est exactement ça, c'est mettre en place de nouveaux scénarios ou de corriger peut-être les scénarios existants. Commencer par la base, d'ailleurs, c'est une notion importante pour avoir un SOC efficace. Commencer par faire des choses simples, qui fonctionnent, et après, on va faire de l'incrémentation de ce qui existe. Et ça passe par le développement de scénarios. Deuxième proposition, délimiter les périmètres d'un service de détection. Et on en arrive, alors je vous montre un service, un système d'information complètement inventé, hein, je tiens à le dire, pour ne pas faire de débat. Et en fait, comment délimiter un service de détection? Enfin, le périmètre d'un service de détection, pour être exact. Et il y a deux méthodes. La première, on découpe le périmètre en zones géographiques. C'est ce qui se passe là. Et en fait, cette périmètre, elle a un avantage, c'est qu'on va passer par des équipes locales dédiées à chaque fois. Pour mettre nos sondes et nos tables, c'est toujours plus efficace, et pour le câblage aussi. Par contre, on a un inconvénient, c'est que la réponse à la menace, donc avec le développement de règles, comme vous le disiez, ou de scénarios, elle est moins efficace parce qu'on va se concentrer sur des zones géographiques au lieu de se concentrer sur la menace, liée à un actif précis. Du coup, on propose une autre méthode. Et ça va améliorer considérablement, enfin nous c'est ce qu'on constate, en tout cas c'est que ça améliore considérablement l'efficacité de détection d'un SOC, c'est de mettre en place une délimitation pas par zone géographique, mais par périmètre par rapport à un actif. Et un exemple, c'est ce qu'on a ici. Moi, j'ai divisé userland, serverland, les firewalls, enfin les pare-feux et la partie IoT. Et c'est bien plus efficace, on le constate. Bon, il y a un inconvénient. Du coup, on complexifie le processus d'intégration, ça c'est clair. Mais en même temps, les processus sont là pour faciliter l'intégration. Donc du coup, si on met les processus en phase, c'est plus simple. On va avoir des personnes qui sont disposées multigéographiquement chez nos clients ou partenaires. Donc du coup, ça pose un sujet d'organisation. Mais il y a des avantages clairs. C'est qu'on va mettre en place un nouveau process qui nous permet de changer de paradigme et répondre à une sorte de standardisation de la méthode. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de proposer ici. Et on gagne en efficacité en matière de détection. On va mettre en place nos règles de détection par rapport à nos actifs sur lesquels on a fait notre analyse de la menace. Enfin, je ne vous la refais pas l'histoire. Mais l'idée, c'est d'avoir une cohérence dans notre développement de nos scénarios de détection. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile à tester. Quand on veut tester tout notre userland, c'est beaucoup plus simple quand on a déjà déployé notre stratégie d'analyse sur tout le userland plutôt qu'avoir déployé une stratégie que dans une zone géographique et pas dans l'autre. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès de prendre un environnement où on a de l'OT. Évidemment, c'est hyper important dans cette segmentation-là, de segmenter les menaces qu'on va identifier sur un système d'information d'entreprise et les menaces qu'on va identifier sur un système d'information industriel. Et encore une fois, la veille menace est clairement un vecteur clé de réussite. Donc, avec ce qu'on vient de se dire là, finalement, on recrée un cycle de détection, donc, enfin un cycle d'amélioration continue d'un service de détection. Je ne vous la refais pas, hein. Mais l'objectif, c'est si à chaque fois on remet en place une extension de notre périmètre avec la segmentation qu'on a fait tout à l'heure plutôt que tout faire en one shot, déjà on va garder un intérêt dans nos équipes. Ça, c'est la première chose et c'est la plus importante. Rappelez-vous, j'ai commencé par dire il faut remettre l'humain au cœur du sujet et du coup, il faut que nos analystes SOC ou nos administrateurs autour du SOC ou nos architectes soient toujours intéressés par ce qu'ils font. Et le fait de rajouter des périmètres et d'ordonnancer ou d'orchestrer l'intégration de périmètres permet de garder un intérêt dans nos équipes. Et on va avoir un cycle de vie plus efficace avec cette méthode-là. Évidemment, j'aurais pu allonger mon graphique sur l'espace-temps et avoir d'autres périmètres qui s'intègrent et à chaque fois un cycle qui repart.
Et c'est tout l'intérêt de cette proposition. La dernière proposition, elle est plus axée recherche. Dans nos travaux, on trouve très peu de références sur des modèles analytiques qui permettent l'évaluation de l'efficacité d'un service de détection. Et ça, c'est ce qu'on remonte aujourd'hui. Et on pourrait mettre en place cette méthode analytique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la développer, l'écrire. Pour rappel, une méthode analytique, un modèle approché, si on veut, c'est entièrement fait à base d'algorithmes mathématiques. L'objectif, c'est de normaliser la détection et comment on peut faire en sorte que mathématiquement, analytiquement, on puisse vérifier l'efficacité d'un service de détection. Et c'est les travaux de recherche qu'on va lancer, donc plutôt qu'on est en train de lancer. Et l'idée, c'est de suivre un framework standard pour développer un modèle d'analyse et d'évaluation. Le modèle, c'est ce que vous avez là, j'ai rien inventé, hein, c'est un modèle standard qui est utilisé dans le domaine de la recherche plutôt orienté scientifique. Et en fait, dans ce modèle de développement, on a déjà commencé à réfléchir autour des tenants et aboutissants pour le SOC. Comment on corrèle? Et d'ailleurs, cette notion elle est importante, on fait de la corrélation pour détecter des incidents de sécurité, mais on ne fait jamais de la corrélation d'indicateurs pour savoir si son SOC est efficace. Pourquoi on ne le fait pas? Bon, la réponse, je ne l'ai pas de pourquoi on ne le fait pas, peut-être que personne n'y avait pensé, hein, tout simplement. Du coup, essayons de le faire. Et c'est ce qu'on va essayer de le faire dans notre modèle analytique. On va mettre en place une corrélation qui est finalement notre cœur de métier. Et comment on va le mettre en place? On va le mettre en place via des méthodes de corrélation qui sont largement utilisées dans le domaine scientifique, dans le domaine de la finance, de l'économie, etc. Je vous donne un exemple. Dans le domaine économique, vous avez la corrélation de Pearson. Encore une fois, c'est de l'analytique, hein, donc des maths, qui nous permet d'avoir des tendances économiques futures d'un pays. Et c'est un des exemples que je pourrais vous donner. On utilise les données historiques, la corrélation, pour prédire des tendances économiques et les tendances d'un marché boursier. Un autre exemple qui est utilisé dans le domaine de la santé. On pourrait d'ailleurs revenir sur les indicateurs de la pandémie du Covid et la mesure de l'efficacité des actions qui ont été mises en place. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes travaux de recherche qu'effectivement, et on pourrait utiliser cette méthode de corrélation de Pearson pour arriver à un résultat pour savoir si c'était efficace ou pas. Et en fait, dans mes recherches, c'est déjà utilisé par l'OMS. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue, de mettre en place un modèle analytique pour un service qui est autre que économique santé, qui est finalement un service de détection. C'est un peu compliqué. Il faudrait utiliser des méthodes de corrélation ou de régression classiques, mais qui sont liées à des services de détection qui sont plutôt multi-indicateurs. Et en fait, d'ailleurs, vous avez tous entendu parler du R0 ou du RX. Hein, du coup, pour information, c'est issu d'une méthode de corrélation. Du coup, il faut le savoir. Et du coup, on pourrait transposer cette méthode de corrélation d'indicateurs un pour avoir une tendance sur un service de détection. Et d'ailleurs, les méthodes que vous voyez là permettent de vérifier que les moyens qui sont mis autour de la santé, donc des services de santé d'un pays, permettent de répondre aux enjeux de santé des habitants de ce pays par rapport à son PIB. Et en fait, l'objectif de ces deux graphiques, c'est de les corréler et de vous dire si le pays X ou Y est efficace avec les moyens qu'il met en place sur son service de santé. Et comment ça se mesure? Ça se mesure par le taux de natalité, ça se mesure par le taux de mortalité, et l'ensemble est corrélé aux moyens que l'on met en place. Bon, du coup, c'est hyper simplifié, hein, je tiens à le dire. Et du coup, on s'est dit, tiens, mathématiquement, la corrélation, elle pose quand même problème dans notre réflexion. Elle n'implique pas nécessairement une relation de causalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans nos recherches. C'est pas parce qu'on a deux indicateurs qui nous disent vous êtes performant que la cause, on la connaît. Et du coup, il a fallu réfléchir. Et du coup, c'est ce qu'on vous proposera pour les prochaines séances de conférences qu'on mènera, c'est de valider ou de publier notre avancement sur cette méthode qui vient d'émerger. Hein. Aujourd'hui, la méthode, on ne l'a pas encore créée, il faut le savoir. Pour créer une méthode, c'est quand même assez complexe. Et du coup, je vous ai mis ici les méthodes de corrélation qu'on pourrait utiliser, sur lesquelles on a commencé à travailler, sur la mesure d'efficacité d'un service de détection. Et c'est ma conclusion. Est-ce qu'il y a une méthode ou plusieurs méthodes pour mesurer l'efficacité d'un service de détection? Oui, il y en a aujourd'hui avec des indicateurs qui sont liés à des outils, de la donnée et de l'humain, mais je pense qu'on peut développer
et c'est ce qu'on va essayer de prouver dans l'année à venir, une méthode algorithmique, analytique, pour mesurer l'efficacité d'un service de détection, et on va essayer d'en faire, si c'est positif, évidemment, les travaux de recherche, il faut qu'ils soient positifs, d'en publier la véracité, d'en faire un livre blanc sur l'année 2024.